Très bien. Bonjour à tous. Déjà, merci d'être aussi nombreux pour cet atelier. Donc, on va parler aujourd'hui CSRD. Je pense que c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde en ce moment dans le domaine de la RSE. On va essayer d'être le plus concret possible. L'idée, c'est vraiment de vous donner à la fois les clés de la mise en œuvre de la CSRD dans le cadre d'une ETI et un témoignage d'une ETI qui est concernée directement par la CSRD, représentée aujourd'hui par la société Oxia. Donc vous avez les grandes lignes du programme d'aujourd'hui. Donc on va se présenter rapidement. Donc moi je suis Nicolas, je suis cofondateur du cabinet Altopy dont je ferai une description tout à l'heure. Et je passe la main à Alexandra. Bonjour à toutes et tous. Et tout d'abord, merci à Nicolas et à Altopy de nous avoir proposé de participer. Donc moi, je suis directrice juridique chez Oxia et également en charge de l'application de la politique RSE et politique donnée à caractère personnel. Alors rapidement pour vous présenter Altopy, donc nous on est un cabinet de conseil d'une vingtaine de personnes avec plutôt des personnes engagées. Notre objectif c'est de faire bouger les entreprises pour qu'elles mettent en œuvre réellement de vrais plans de transition et d'améliorer à la fois leur fonctionnement social mais aussi de diminuer leur impact écologique. En termes d'offres, donc on gère toute la partie vraiment RSE de nos clients, aussi bien sur la partie pilotage d'un plan RSE, aussi bien que ce soit le diagnostic ou la mise en œuvre. On va faire tout ce qui va être déclaratif, donc notamment les bilans carbone, la CSRD, mais également la réalisation de rapports RSE. On va travailler également sur tout ce qui est sensibilisation, qui est un axe fondamental si on veut que les entreprises réellement mettent en œuvre les actions qu'elles ont en tête, en tout cas dans leur plan d'action. Donc tout ce qui va être formation, mais aussi des ateliers type fresque du climat, où on a créé notre propre atelier aussi, Mon métier à l'impact. Et puis on va travailler aussi sur tout ce qui est valorisation via la notation EcoVadis ou le label Bicorp. En termes de clientèle, donc nous on est vraiment axé grosse PME ETI, et c'est en ça qu'aujourd'hui Oxia nous accompagne. Oxia bien sûr un de nos clients. On est tout secteur d'activité, mais vraiment notre point fort, notre caractéristique chez Altopy, c'est de travailler vraiment, donc pas tant sur des grands comptes que plutôt sur des ETI, et donc d'avoir cette approche plus pragmatique en fait, et aussi plus complète vis-à-vis de nos clients. Et donc, comme Nicolas vous disait, Oxia, on est une ETI. Ça ne marche pas. Pardon. Nos activités, principalement, on fournit des prestations d'infogérance, notamment une grosse partie de notre activité d'infogérance, c'est sur les applications SAP. On fournit aussi des services sur des gestions d'applications critiques, migration, et on fait également de l'hébergement. On a nos propres data centers en France, à Lille et Mérinville. En gros, on a plus de 400 clients. On est donc une grosse ETI. On est plus de 900 répartis un peu partout dans le monde, donc France, Benelux, USA, Canada, Chine. Avec, comme vous constatez, et heureusement pour nous, un très bon taux de satisfaction client. Et voilà, donc on est déjà engagé dans pas mal de certifications. Concernant la RSE, on a déjà le statut Gold EcoVadis. Et donc, comme effectivement l'implémentation de la CSRD devient plus qu'urgente pour les ETI, avec le premier rapport à produire en 2026, on a souhaité être accompagné par une société pour nous aider à implémenter tous les aspects. Et donc, nous avons fait appel à Altopy. Alors, je vais faire un rappel, un rappel un peu des grands principes de la CSRD pour resituer un peu le projet pour ceux qui n'ont pas forcément toutes les connaissances à ce sujet-là. Ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, je pourrais y répondre en temps réel, si vous en avez. Après, si j'ai un trou, on peut aussi les concentrer à la fin, mais n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses qui ne sont pas très claires.
dans cette présentation, ou si vous avez des doutes ou des questions ou des précisions à obtenir, n'hésitez pas un instant. Alors, donc les objectifs de la CSRD, juste pour les resituer, il y en a en grosso modo 4. L'idée première, c'est la transparence, avec un objectif de disposer de données qui sont normées, donc c'est vraiment le principe de la CSRD, une normalisation en fait de la donnée RSE, et donc lutter contre le greenwashing, puisque par définition, le greenwashing, c'est justement là où on ne comprend pas très bien les enjeux ou les données qui sont attribuées, on ne peut pas les resituer par rapport à d'autres. C'est également clairement d'augmenter le nombre de personnes, d'entreprises qui sont soumises, puisqu'avant il y avait déjà la DPEF qui rentrait dans le pacte vert européen. L'idée c'est d'élargir le périmètre des entreprises soumises. On verra tout à l'heure quand je redonnerai un peu les calendriers d'application. C'est également rendre les entreprises responsables de leur impact, puisque la CSRD va s'appliquer sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on demande à l'entreprise non seulement de s'intéresser à ses propres enjeux, mais également aux enjeux qui sont en amont de son activité ou en aval de son activité. Donc là, on parle clairement des sous-traitants, des fournisseurs, mais aussi de l'impact client ou consommateur final. Et également, l'idée, c'est d'orienter les investissements des banques d'investissement ou de financement, ou même les investissements particuliers, d'orienter les investissements sur des entreprises plus vertueuses que les autres. C'est vraiment ça aussi l'idée derrière la CSRD, c'est d'orienter, de donner public les politiques RSE des entreprises, et donc d'inciter les personnes ou les entreprises ou les banques à investir plutôt dans les entreprises vertueuses par rapport aux autres. En termes de calendrier, donc vous voyez, le projet a vraiment débuté en 2022 avec la première proposition des normes SRS par les FRAG, une adoption par l'Europe en 2023 et une transposition en droit français en 2024, en 2024, pardon. Et du coup, une entrée en vigueur assez rapide derrière, puisque les premiers reportings devront avoir lieu sur l'année 2025, sur les données 2024. Les fondamentaux de la CSRD, pour bien comprendre, c'est 4 aspects qui sont vraiment très importants et qui vont piloter l'intégralité d'un projet CSRD dans votre entreprise. Le premier, bien sûr, c'est que c'est un reporting extra-financier. Donc, comme son nom l'indique, on va parler surtout de données qui ne sont pas financières. Donc, on va parler de données sociales, environnementales, de gouvernance, qui n'ont aucun ou très peu de rapport avec les données financières, sauf lorsqu'on va parler notamment de risques pour l'entreprise, de risques sur ses opérations, justement, et donc sur potentiellement son chiffre d'affaires ou autre. La base, je pense que vous le savez tous, c'est la double matérialité. Alors, la double matérialité, c'est quoi? C'est de regarder en quoi l'entreprise a un impact sur son environnement, au sens large, donc c'est un environnement social ou naturel. Donc, par exemple, une entreprise qui émet du CO2, et a priori, la plupart des entreprises en émettent, a un impact sur l'environnement puisqu'elle va participer au dérèglement climatique. Mais c'est aussi regarder en quoi l'entreprise est soumise à des risques ou à des opportunités liées justement à son propre environnement. Donc, je prendrai l'exemple, pareil, du dérèglement climatique. C'est une opportunité pour un fabricant de pompes à chaleur, puisque les réglementations vont plutôt inciter à investir dans des systèmes de chauffage plus performants et moins émetteurs. Donc, il y a vraiment ces 2 aspects-là à regarder, avec l'idée d'identifier les vrais enjeux qui sont pour l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'en fait, cette double matérialité, elle est propre à chaque entreprise, à chaque secteur d'activité, et on va identifier les vrais enjeux qui doivent être travaillés. On reboucle un peu sur cette histoire de greenwashing, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de détecter les vrais enjeux. En gros, il y a des entreprises qui vont dire qu'elles vont communiquer sur certains aspects de leur politique RSE qui finalement n'ont que très peu d'impact. Et c'est de regarder quels sont vraiment là où il y a de l'enjeu, là où il y a de l'impact. Troisième point, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que toute la chaîne de valeur est concernée. Donc ça veut dire que le travail, et notamment le travail d'analyse de matérialité, doit se faire sur toute la chaîne de valeur. On ne peut pas retirer de son travail d'analyse les éléments qui concernent par exemple ses sous-traitants ou ses fournisseurs, d'autant plus si ceux-ci sont concernés par des enjeux particuliers. Donc on pense bien sûr au textile, avec la sous-traitance dans des pays d'Asie du Sud-Est dans des conditions de travail qui ne sont pas forcément les mêmes qu'en Europe. Mais on va penser aussi au consommateur final. Lorsqu'on crée un produit, on doit aussi considérer
quel impact ça peut avoir potentiellement sur le consommateur. Est-ce que l'information qu'on fournit est suffisante? Est-ce qu'il y a des risques pour le consommateur et comment on limite ces risques? Donc vraiment, c'est l'idée de responsabiliser l'entreprise sur toute sa chaîne de valeur. Et dernier point, et pas des moindres, c'est que tout ce travail de la CSRD sera audité, au même titre que les comptes financiers aujourd'hui. Donc ça veut dire que tout ce qui va être réalisé dans le cadre de la CSRD doit être justifié, tracé et accessible à l'auditeur. Donc c'est un travail qui va demander, on y verra tout à l'heure, beaucoup de rigueur et de documentation. Voilà. L'attendu in fine de la CSRD, c'est le rapport de durabilité. Donc c'est un rapport en fait qui va lister l'intégralité des enjeux, on va y venir tout à l'heure, qui ont été identifiés par l'entreprise et quelles sont toutes les actions politiques, stratégies, gouvernance qui sont associées à ces enjeux pour voir si l'entreprise a bien pris en compte ces enjeux et comment elle les traite concrètement parlant dans son activité. Alors, les ESRS. Alors, les ESRS, c'est un mot un peu complexe. Moi, je le traduis par les gros enjeux, on va dire. En gros, on a le rapport de durabilité, si vous voulez, se divise en plusieurs grands chapitres. Il y en a une dizaine thématiques et deux transversaux. Voilà, c'est un gros groupement de différents sous-enjeux, on va dire, mais ce sont les gros enjeux qu'on retrouve totalement dans une stratégie ESG classique. Donc, en ça, la CSRD est plutôt bien faite. Elle est vraiment exhaustive. Elle prend vraiment l'intégralité des enjeux qui existent dans une stratégie RSE classique. Donc, on va retrouver des enjeux climatiques, donc autour de l'environnement, donc aussi bien au niveau du climat que de la pollution, que des eaux, l'usage de l'eau, des ressources marines, l'impact sur la biodiversité, et puis tout ce qui est économie circulaire, donc recyclage, et puis économie circulaire, comme j'ai parlé tout à l'heure. Petit aparté sur la taxonomie, qui est une autre réglementation, mais qui, elle, doit être intégrée dans le rapport de durabilité. Donc, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais juste pour information, si vous êtes soumis à CSRD, vous êtes soumis à taxonomie, et la taxonomie, pour le coup, est un exercice financier, mais qui se fait dans le cadre de la CSRD, même si c'est pas la CSRD. En tout cas, le déclaratif doit se faire dans le même rapport de durabilité. La partie sociale, on va traiter de la partie RH propre à l'entreprise, mais on va traiter aussi, et c'est là où on revient à la chaîne de valeur, des travailleurs de la chaîne de valeur, donc c'est-à-dire potentiellement des travailleurs de vos sous-traitants, de vos fournisseurs, dans les conditions de travail dans lesquelles ils sont amenés à travailler. Les communautés affectées, donc là c'est lorsque vous avez un impact sur des communautés installées, typiquement vous faites de l'extraction minière, vous pouvez être amené à impacter un environnement avec des personnes qui habitent, et donc quel est votre impact là-dessus. Et puis bien sûr tout ce qui est consommateur final dont j'ai parlé tout à l'heure. Et dernier point, la gouvernance. Donc là, c'est un peu pourri du reste, on va dire. Donc on va trouver l'éthique des affaires, la relation avec les fournisseurs, le bien-être animal, etc. Donc des sujets un peu plus, je dirais, qui ne rentrent pas dans les deux premières catégories et qui ont été regroupés au sein de cette norme. Donc là, on parle de gros pavés, en fait. Et puis bien sûr, la première norme transverse aujourd'hui, la ESRS 1 qui est un peu le mode d'emploi, si vous voulez, il n'y a rien de particulier à faire. Et la 2, par contre, elle va vous demander des informations générales sur votre entreprise, son modèle d'affaires, la façon dont vous avez construit votre matrice de matérialité et la gouvernance générale de votre entreprise. Voilà, donc ça c'est, je dirais, le spectre complet. Et l'idée, bien sûr, on va y venir tout à l'heure, mais c'est en faisant votre double matérialité, c'est d'aller chercher au sein de ces ESRS quelles sont les informations que vous allez publier. Parce que si vous êtes Oxia, par exemple, vous êtes peu concerné par la biodiversité. Voilà, c'est pas un sujet, clairement un enjeu majeur. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, si c'est clair pour vous. Alors, les indicateurs, je rentre un peu dans le détail. Donc, les indicateurs, les data points, dont on parle au sein de ces ESRS. Donc, au total, sur toute la CSRD, ça représente à peu près 1200 indicateurs à fournir. Ces indicateurs, ils sont à 30% numériques, à 70% narratifs. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, contrairement à un exercice financier, la CSRD va vous demander des indicateurs plutôt textuels. Donc, on va vous demander des plans d'action, etc. Donc, je les ai un peu détaillés ici pour que vous compreniez un peu à chaque fois comment ça se traduit. Donc, au sein de chaque ESRS et donc
data requirement après parce qu'il y a des sous-thèmes. On va vous demander à la fois quels sont les risques que vous avez identifiés. Alors, IRO, ça veut dire impact, risque, opportunité. Ça, c'est un sujet qui revient tout le temps, hein, IRO. Donc, c'est le travail dont j'ai parlé tout à l'heure de double matérialité. L'impact, c'est quand vous avez un impact sur l'environnement. Risque, opportunité, c'est quand l'environnement est pour vous un risque ou une opportunité. Donc, à chaque fois, pour chaque famille d'indicateurs, on va vous demander ça. Comment vous avez identifié les IRO? Comment vous les avez évalués? Et quelles sont les politiques et les actions que vous avez mis en place pour traiter ces IRO? Donc là, on est vraiment dans la logique même de la CSRD. Donc, où est-ce qu'il y a de l'enjeu, en fait, pour votre entreprise? Comment vous avez déterminé ces enjeux? Et qu'est-ce que vous avez mis en place pour traiter ces enjeux? Ça, c'est sur la partie vraiment ce qu'on appelle IRO. Ensuite, la gouvernance, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que vous avez mis en place comme organisation au sein de votre entreprise pour vous assurer que cette politique et ces actions vont réellement être mises en œuvre? Ça, c'est un point fondamental. Stratégie, c'est est-ce que potentiellement, du coup, après avoir mis en place ces politiques, après avoir mis ces plans d'action, est-ce que votre business model, votre stratégie d'affaires a évolué? Est-ce que vous avez créé une nouvelle offre? Est-ce que vous avez modifié vos offres? Est-ce que vous avez modifié votre pricing par rapport à ça? Et dernier point, les métriques. Donc là, c'est les 30% dont je parlais. C'est les indicateurs qui vont mesurer toutes ces actions. Voilà. Donc là, on a 30% d'indicateurs. Donc un indicateur, ça va être, par exemple, la répartition homme-femme au sein de votre entreprise, vos émissions de CO2, scope 1, 2, 3, etc. Hein, c'est vraiment assez classique. Hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais par contre, voilà, ce qui est nouveau, c'est les 70% restants. C'est ce que vous allez retrouver dans les 3 autres carrés. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement pour vous assurer que vous allez vraiment traiter vos impacts et vos risques par rapport aux enjeux ESG. Dernier point, le calendrier d'application. Donc, vous le voyez, hein, les grandes entreprises qui étaient soumises à DPEF doivent déclarer sur 2025 les données 2024, enfin, en 2025, pardon, les données 2024. Le gros de la troupe, c'est ici, hein, c'est donc 2026. C'est le cas d'Oxia, précisément. Donc, c'est déclarer en 2026 votre rapport de durabilité sur 2025. Et puis après, il y a des situations un peu plus, on va dire un peu plus techniques avec des filiales de groupes étrangers ou des sociétés cotées en bourse. Voilà grosso modo le calendrier. Il y a des dispositifs transitoires, bon là je les ai pas mis, mais en fait la CSRD a aussi appliqué pour les entreprises de moins de 750 salariés un ensemble de dispositifs transitoires qui vont permettre à ces entreprises-là de ne pas tout déclarer d'un coup, mais de déclarer sur 3 ans l'ensemble de leurs informations. En fait, il y a certaines ESRS dont j'ai parlé tout à l'heure qui ne seront pas à déclarer directement l'année 2025, mais qui pourront être reportées sur 2026 et 2027. Alors, les étapes. Maintenant, c'est concrètement comment ça se passe dans votre entreprise. Qu'est-ce que vous devez faire pour mettre en œuvre concrètement la CSRD? Alors, nous, on aborde le sujet sur 7 étapes différentes. C'est ces 7 étapes qui nous semblent importantes de réaliser. Il y en a qui sont plus ou moins en parallèle. La première étape, et ça vous y couperez pas, c'est la double matérialité. C'est la base. C'est la base parce que c'est ce qui va vous permettre de déterminer ensuite votre périmètre déclaratif et sur les plusieurs années à venir. La CSRD vous dit que vous devez mettre à jour votre double matérialité tous les ans. Mettre à jour, ça ne veut pas dire la refaire. Mettre à jour, c'est s'assurer que la façon dont vous avez évalué vos impacts, risques, opportunités n'a pas changé, que vous n'avez pas, par exemple, acquis une nouvelle activité ou cédé une activité, par exemple, ou que vous n'avez pas démesurément grandi et que du coup, ça change un peu le périmètre, notamment de vos enjeux. Donc ensuite, une fois que vous avez fait cette matrice de matérialité, vous pouvez identifier le périmètre déclaratif. Et ensuite, on va travailler réellement là à agir, c'est-à-dire en gros, identifier les enjeux, les indicateurs nécessaires et quels sont ceux que vous mesurez déjà, et surtout construire les indicateurs que vous n'avez pas. Quand je parle d'indicateurs, j'insiste vraiment sur un point, ce sont dans 70% des cas des indicateurs narratifs. Donc pas indicateurs au sens financier du terme, mais plutôt des documents, des procédures, des plans d'action, des politiques. On parle de documentation. Une fois qu'on a fait tout ce travail-là, il va falloir consolider les données parce que la plupart du temps, vous avez des filiales
vous avez des sites, vous avez des services. Et l'idée, c'est de consolider l'ensemble de ces informations, élaborer votre rapport de durabilité et enfin, bien sûr, le déclarer et bien sûr, assurer l'audit en fait, qui sera effectué par votre OTI. Si on rentre un peu dans le détail, en termes de double matérialité, donc il y a trois sous-étapes, c'est vraiment comprendre, identifier, évaluer. Donc la première chose, c'est construire votre chaîne de valeur, ça c'est fondamental. Donc ça, c'est un travail qui se fait généralement avec la direction pour identifier vraiment tous les éléments qui vont composer votre chaîne de valeur en amont, en interne et en aval. Une fois qu'on a fait ça, on va identifier les enjeux. Donc là, c'est un travail qui se fait généralement en atelier avec les interlocuteurs métiers. Donc par exemple, on va prendre le service RH, le service juridique, le service souvent production. Alors production, je dis production parce que ça dépend complètement de votre entreprise. Chez Oxia, par exemple, c'est plutôt la partie hébergement, delivery, conseil, alors que dans une société, par exemple, qui va faire du vin, ça va être les équipes qui vinifient. Oui. Alors moi, je trouve que c'est pas. Je trouve qu'il vaut mieux travailler en atelier parce que il y a tout un travail quand même un peu de brainstorming. Si je peux me permettre, l'avantage de travailler en atelier, c'est d'impliquer les collaborateurs dans la démarche. Parce que le questionnaire, ça va être une seule personne qui va le remplir. Et enfin, en tout cas, c'est mon ressenti à notre niveau. Mais comment identifier ces collaborateurs-là? Parce que, par exemple, dans le cadre d'une entreprise de travail, vous avez des collaborateurs de terrain. Et vous avez les administratifs, RH, etc. Donc, comment est-ce que vous allez identifier les personnes clés? Alors, en fait, c'est pour ça qu'on fait la chaîne de valeur au départ. C'est que lorsqu'on va faire cette chaîne de valeur, on va vraiment identifier les composantes qui sont fondamentales justement dans la création de valeur et qui vont déterminer les services qui sont nécessaires à être impliqués. On croise ça avec les enjeux qui sont listés. C'est vrai que, juste pour revenir là-dessus, alors il y a 10 ESRS, je vous les ai montrés tout à l'heure, mais ça se traduit par 92 sous-thèmes, c'est-à-dire 92 enjeux qu'il faut traiter. Donc 92, c'est énorme. On va parler aussi bien de social, effectivement, de conditions de travail, de sécurité au travail, de plan de développement des compétences, de diversité, sur la partie environnementale, pollution des sols, pollution de l'air, pollution de l'eau. Enfin, il y a énormément de sujets. Et vous rattachez ça, en fait, ces sujets-là, vous les croisez avec l'organisation de votre entreprise en interne, mais aussi avec les positions amont et aval. Et rapidement, vous retrouvez, en fait, vous trouvez plus. Donc, c'est pas tant les collaborateurs qui sont intéressants, c'est les services qui sont concernés. Exactement. Et ensuite, vous faites le travail avec les responsables de service. Donc là, autant sur la partie chaîne de valeur, on va plutôt travailler avec vraiment la direction, autant qu'on descend au niveau des enjeux, on va plutôt travailler avec les gens opérationnels, les responsables opérationnels. C'est pour ça que je parlais vraiment des RH, de la partie juridique, de la partie IT et de la partie production. Et là, en production, c'est très large. Ça dépend de chaque entreprise. Alors, les travailleurs, peut-être pas, mais la personne qui pilote ces équipes-là, peut-être qu'elle a ces informations-là. Et c'est ça qui va nous intéresser. C'est pour ça qu'on va plutôt travailler avec des responsables de service ou des responsables de BU. Et là, on va à la fois préparer en amont, bien sûr, le travail, mais aussi on va faire un brainstorming. En fait, on va demander aux gens, en fait, voilà, concrètement parlant, sur les RH, ok, vous travaillez dans le domaine de la propreté, quels sont les risques associés, quels sont les impacts potentiels de votre travail sur les ressources humaines. Donc là, on va parler santé-sécurité. Donc on va bien sûr s'appuyer sur le DURP que vous avez, mais aussi peut-être d'autres aspects. Est-ce qu'il y a une problématique aujourd'hui de formation? Est-ce que le développement des compétences est correctement... Enfin, quel est l'enjeu du développement de compétences dans ce travail-là? J'insiste sur une chose sur la double matérialité, c'est qu'on travaille en brut. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de ce qui a été mis en place dans l'entreprise. On parle vraiment d'enjeux bruts. Quand bien même tout a été fait dans l'entreprise pour sécuriser complètement le travail, par exemple, et qu'il n'y a pas d'accident de travail, on est quand même obligé de considérer l'enjeu, parce que l'enjeu, il est préexistant. Après, on mettra en place les actions qui ont permis de lutter contre. Donc ça, c'est l'identification des enjeux. Donc ça, c'est plutôt des ateliers où on va vraiment identifier tous les impacts, tous les risques, toutes les opportunités liées au fonctionnement de l'entreprise par service.
par responsable métier, en fait. Donc, ça remonte beaucoup d'informations. Troisième étape, c'est l'évaluation. L'idée, après, c'est de dire qu'est-ce qui est matériel ou pas. Et donc là, on va travailler sur une méthode d'évaluation qui se base sur la multiplication entre la gravité potentielle d'un impact ou d'un risque multipliée par son occurrence, sa probabilité d'occurrence. Donc, par exemple, on va prendre toujours l'exemple de la santé et sécurité au travail. L'idée, c'est voilà, s'il y a un risque important lié, par exemple, à de la chute en hauteur, le risque est élevé. Voilà. Quelle est la probabilité d'occurrence? Ben ça dépend complètement de ce qui est réalisé. C'est-à-dire que si c'est un travail, par exemple, permanent de couverture, ben on travaille sur la couverture, oui, le risque est permanent, donc la probabilité d'occurrence est forte pour les travailleurs. Si maintenant c'est dans un entrepôt et on monte de temps en temps sur les échafaudages, par exemple, la probabilité d'occurrence est beaucoup plus faible. En plus, on nuance la gravité par le périmètre, c'est-à-dire quels sont par exemple le nombre de collaborateurs concernés, et puis par la remédiabilité, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à réparer ou pas un préjudice. Donc typiquement une chute en hauteur, il y a peu de chances que l'entreprise puisse remédier à cet impact-là. C'est ce qui fait que l'enjeu climatique, le changement climatique est un enjeu quasiment tout le temps retenu dans les entreprises, parce qu'en fait, la probabilité d'occurrence, elle est à 100%. Toute entreprise émet du CO2. C'est 100% sûr. Il n'y a pas de nuance par rapport à ça. La gravité, elle va dépendre, grosso modo, des émissions CO2 de l'entreprise. Est-ce que c'est clair? Alors nous, ce qu'on fait chez Altopia, on note de 1 à 5 chaque enjeu, chaque IRO. Et après, on positionne ça sur une matrice et on regarde et on fixe un seuil. Il n'y a pas de règle sur fixer le seuil aujourd'hui. Il n'y a pas de règle. C'est un peu une évaluation générale. Oui. Si, vous avez raison. Donc effectivement, oui, alors oui, vous avez raison, mais je l'ai mis, oui, tout à fait. Alors, les enjeux, donc effectivement, on travaille avec les équipes, et ensuite, on interroge également les parties prenantes. Alors nous, les parties prenantes, on les utilise plutôt pour pondérer notre analyse. C'est-à-dire qu'on va demander aux parties prenantes un peu de prioriser les enjeux par rapport à ce qu'elles considèrent, et du coup, ça va nous permettre de pondérer le travail d'évaluation que l'on fait ensuite. Voilà. Non. Alors, les parties prenantes, c'est plutôt soit des interviews, soit pour le coup des questionnaires. Oui. Alors, la méthodologie est précise. C'est ce que je vous ai dit, hein, c'est vraiment gravité fois probabilité, d'occurrence, avec la gravité qui est pondérée. Après, pour le seuil, il n'y a pas de règle établie. Oui, il y a des recommandations, exactement, mais il n'y a pas de règle. On ne dit pas, par exemple, la règle, c'est, nous, on note sur 5, c'est 3 sur 5. Par exemple. Voilà. Alors, dans les faits, comment ça se traduit? C'est qu'en fait, quand vous positionnez sur un graphe, c'est très clair. C'est tout de suite, vous le voyez. Voilà. Question rapide. Au niveau de l'identification des enjeux, est-ce qu'il y en a au départ que vous mettez de côté de toute façon en disant, bah, de toute façon, ça, c'est pas un enjeu? Voilà, c'est une bonne question, mais c'est ce que je disais par exemple pour Oxia. Voilà, typiquement, la biodiversité, on va dire que c'est non pertinent. Voilà. Tu voulais dire quelque chose? T'as oublié. C'est pas grave, ça va très bien. Oui, il y a un premier travail, de screening. Bon, je vais vite, hein, mais c'est vrai que il y a, sur les 92 sous-thèmes. Pardon. Non, je disais par rapport à la méthode d'évaluation, en fait, on est dans une démarche réglementaire de transparence, en fait, et pas de notation. Donc, l'idée, c'est que le reporting soit transparent pour tout le marché. Donc, voilà. Donc qu'il y ait un seuil ou pas, c'est un peu mon interprétation. Mais il y a quand même un seuil. Oui. Il y a quand même un seuil parce qu'il faut déterminer ce que tu vas déclarer ou pas. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même cette notion de seuil mais on va pas qui être se pose. Pas noté par les CAC, par exemple. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, cette méthodologie, aujourd'hui, elle est plus effectivement basée sur des recommandations de fonctionnement et absolument pas sur une règle précise de travail, comme sur parce qu'on n'est pas sur du financier, justement, et qu'on travaille sur des données qui sont, somme toute, assez disparates et non forcément normées. Donc, on est obligé il y a une partie d'interprétation. Par contre, cette partie, elle doit être absolument cadrée. En tout cas, nous, sur notre travail d'évaluation, tout notre travail consiste à documenter et à justifier l'intégralité de nos choix. C'est-à-dire que lorsqu'on dit la gravité, c'est 4 sur 5, ça s'appuie forcément sur soit des chiffres internes à l'entreprise, soit des chiffres publics
typiquement, je vais prendre un exemple sur la probabilité d'occurrence sur des événements climatiques extrêmes qui peuvent impacter, par exemple, le fonctionnement d'une entreprise. On va prendre le BTP, vous avez des travailleurs qui sont en extérieur. Vous savez que au-delà d'une certaine température, ça peut poser des problèmes, effectivement, de santé vis-à-vis de ses collaborateurs. La probabilité que ces températures soient atteintes est documentée par le GIEC. Donc, on va s'appuyer là-dessus pour pouvoir justifier, effectivement, d'une potentialité d'occurrence du risque. Voilà. C'est un peu technique, hein, je reconnais, mais c'est un travail par contre qui nécessite d'être fait correctement pour après, derrière, lorsque l'auditeur viendra, pouvoir justifier de tous vos choix et de ne pas faire de travail au doigt mouillé en fait. Deuxième étape, c'est le périmètre déclaratif. Donc là, on part de la double matérialité et on arrive à la liste des data points. Point très important, on parle de matérialité d'information. Ça veut dire qu'en fait, si vous êtes éligible à une ESRS, vous n'êtes pas obligé de traiter l'intégralité des points de l'ESRS. Vous ne travaillez qu'au niveau de l'enjeu qui est concerné. Je prends l'exemple de la pollution qui est le plus simple à comprendre. Il y a l'ESRS qui s'appelle pollution, le E2. Il y a pollution des sols, pollution de la terre, pollution des sols, pollution de l'air, pollution des eaux. Voilà. Si vous êtes concerné que par la pollution des eaux, vous n'allez traiter que les données qui concernent la pollution de l'eau. On ne vous demande pas de reporter sur les autres indicateurs. Ben ça, c'est l'évaluation des enjeux qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Troisième point, la partie gap analysis et collect. Donc là, l'idée, c'est d'analyser l'écart entre l'existant, c'est-à-dire en gros vos indicateurs que vous avez, que vous mesurez, et ceux qui sont demandés par la liste des data points qu'on a vu tout à l'heure. Et pour les existants, donc là, on va lancer la collecte, donc très classiquement, hein, on identifie qui va collecter, on paramètre éventuellement un outil de collecte, et on suit la collecte sur toute l'année. La construction des indicateurs manquants, donc ça, c'est tous les indicateurs qui ne seront pas, qu'on aura identifiés, mais qui ne sont pas disponibles dans votre entreprise. Et là, pareil, il faut les construire. Donc l'idée, c'est d'analyser, donc en fait, souvent, c'est de la formalisation de ce qui existe déjà. Donc c'est analyser comment vous travaillez, le formaliser par des documents ou de la documentation, et surtout le déployer. Donc notamment, quand on parle de plan d'action, de gouvernance, c'est réellement mettre en place ce qu'on a listé. La cohérence, donc là c'est ce que je disais, c'est-à-dire en fait vous allez avoir plusieurs données. L'idée c'est de vérifier la cohérence, bien sûr, des données, parce qu'on a des fois des surprises hein, quand on mesure de la donnée, ne serait-ce que si vous avez déjà fait des bilans carbone et que vous êtes amené à mesurer les consommations d'électricité des différents sites, des fois vous êtes un peu surpris par les chiffres qui vous sont fournis par les équipes. Donc l'idée c'est de s'assurer que tout ça c'est cohérent. Et puis dernier point, bien sûr, la consolidation. Hein. Et donc la consolidation, elle n'est pas forcément facile. Des fois, par exemple, je prends l'exemple de vous avez des filiales, le turnover, par exemple, la définition du turnover, ça, chacun a un peu sa façon de le calculer. Bah ça, on y vient après, mais il faut avoir un sponsor projet qui va s'assurer tout ça. Le rapport de durabilité, donc après, il se constitue à la fois avec de l'information, la structure de l'information. Nous, on aime bien que ce rapport de durabilité soit un document qui soit communicant. Donc, on peut rajouter des informations qui ne sont pas demandées dans la base par la CSRD, et donc notamment tout ce qui va être action sociétale, action caritative, etc. Voilà. Un point important, c'est le balisage. Le document doit être balisé, donc en fait, il est sous un format qui s'appelle XBRL. Donc là, c'est pareil, c'est un peu technique, c'est le même format que le rapport de gestion. Votre rapport doit être balisé, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un rapport qui est lisible par l'humain, mais qui doit être aussi lisible par la machine. Et donc, il nécessite un certain format où on va en fait taguer toutes les données qui sont demandées et en même temps, le reste du document est complètement lisible. Voilà. Et ça existe déjà, en fait, donc c'est quelque chose qui existe déjà dans le cadre des rapports de gestion. Et dernier point, la déclaration et l'audit. Donc là, il va falloir déposer le rapport sur une plateforme qui est dédiée. Donc ça, c'est facile. Et ensuite, derrière, il va falloir surtout assister les auditeurs dans leur audit. Donc, de répondre à toutes leurs questions, d'aller chercher l'information lorsqu'ils vont faire notamment leur travail d'échantillonnage. Du coup, j'ai passé la main un peu à Alexandra, j'ai trop parlé là. Pour savoir justement concrètement où on est Oxia dans cette démarche. Merci Nicolas. Alors nous, donc on a décidé effectivement, parce que
les mois passent vite. Donc, on a lancé le projet en début juillet 2024 avec un kick-off. Donc là, on a décidé finalement d'impliquer beaucoup de personnes dans le groupe, pas que le CODIR, c'est-à-dire que les personnes responsables des filiales, des sites, du delivery, RH, juridique, hébergement, de façon à, dès le premier kick-off, d'investir tout le monde dans le projet. Lors de ce kick-off, en fait, ça a permis à Nicolas et son équipe de nous poser des questions sur l'ensemble de la structure de la société, puisque toutes les parties prenantes de la société étaient présentes, ce qui a permis de construire une chaîne de valeur pour identifier justement notre environnement, enfin, ce qui est important dans la suite des ateliers, donc les collaborateurs, nos fournisseurs éditeurs logiciels, les espaces d'hébergement, le financement. Et dans la construction de la chaîne de valeur, là, c'est le comité de direction qui a été impliqué, chacun pour sa partie, donc financière, juridique, RH, delivery, pour bien donner les bons renseignements, en fait, et permettre à Nicolas d'évaluer les ateliers sur lesquels on va partir pour identifier les IRO, justement. Donc, on a déjà démarré les premiers ateliers IRO. On a fait atelier hébergement et juridique. Et typiquement, pour l'hébergement, c'est les personnes en fait, responsables des data centers. Donc, la personne responsable à Emeraville, de notre data center d'Emeraville, et celle à Lille, qui ont assisté à l'atelier pour pouvoir répondre au mieux aux questions, savoir quels étaient les impacts, justement les risques. Typiquement, est-ce que nos data centers sont situés dans des zones inondables ou qu'est-ce qu'on met en place en fait pour limiter le refroidissement, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. On va aussi avoir également un atelier social et services généraux. Voilà, tous les éléments qui sont ressortis importants pour identifier tous les enjeux d'Oxia. Donc on va continuer les ateliers pour pouvoir établir une matrice de matérialité. Et on a décidé aussi en fait, de faire un rapport blanc de durabilité à mi-2025 pour voir où on en est, afin de bien identifier les actions qui nous restent à mener pour être prêt pour émettre le rapport en 2026. Merci. Alors, quelques petits conseils. Oui. Oxia établissait un rapport de DPE auparavant ou pas? Alors non, on n'était pas soumis au DPEF. Par contre, on a fait de manière non obligatoire un rapport RSE. On peut en communiquer. Pour l'instant, c'est quoi le plus dur? Pour l'instant, c'est quoi le plus dur? Le plus facile. C'est un peu compliqué. Pour l'instant, le plus dur, c'est, je dirais, en tout cas de mon côté, de réunir toutes les informations, surtout en fait dans les filiales à l'étranger. Typiquement, aux USA et au Canada, on loue des mètres carrés pour l'hébergement. C'est pas nos propres data centers. Donc, il faut aller chercher les données là-bas qui permettent d'évaluer les enjeux et les risques, également pour la Chine d'ailleurs. Par contre, ce que je trouve bien du fait d'avoir impliqué tout le monde dès le kick-off, c'est que les gens se sentent déjà concernés et sont prêts à aider. Typiquement, dans notre gouvernance, on a demandé à avoir des relais RSE en agence en France et dans les filiales. Et en une semaine, j'ai eu un retour de tout le monde. Il y avait déjà plein de personnes qui étaient prêtes à être relais RSE sur site. Merci. Alors, les écoles, donc quelques conseils. Alors, la première, c'est assez basique. Une autre question. Pardon. Pour les relais RSE, j'avais une question. Est-ce que l'entreprise a décidé d'allouer un vrai temps dédié à ces pilotes? Alors, ce ne sera pas dans leur fiche de poste, mais c'est une mission où effectivement, on a déjà prévenu que le temps d'investissement serait par exemple d'un jour par mois, qu'il y aurait une réunion au niveau groupe et de la communication sur place. Voilà. On prévient en amont de la charge de travail, mais ce n'est pas identifié dans le poste de la personne. Non, sinon après, pour la partie sociale, pour la partie sociale, ça ne serait pas bon, c'est certain. Est-ce que vous avez fait un exercice stratégique après avoir fait l'analyse de map pour revoir votre stratégie
Et ça, c'est à venir. Ouais. Parce qu'on n'a pas encore fini ouais. d'établir la double maternité. Donc voilà, donc très rapidement sur vraiment travailler en mode projet, ça c'est la base. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir un sponsor projet au sein de l'entreprise qui va piloter le projet et articuler un peu parce que comme le dit Alexandra, il y a beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de sites. Donc ça vraiment, ça nécessite une grosse organisation et un gros suivi. D'établir un rétro-planning parce qu'en fait, le projet s'étale sur très longtemps et il nécessite beaucoup d'étapes. Donc il est vraiment nécessaire d'avoir des idées très claires là-dessus. Et bien sûr, d'établir un plan d'action, c'est-à-dire vraiment de subdiviser chaque étape en actions associées bien sûr à des responsables et à des délais. Juste, je vous donne un peu une idée d'un planning un peu classique sur cette partie CSRD. On commence en octobre 2024, on termine en mars-avril 2026. Donc, on est vraiment sur des longues périodes qu'il est vraiment nécessaire de bien cadrer pour être sûr de ne pas se laisser déborder et de ne pas avoir les choses venir à temps. Au niveau de charge de travail, la charge de travail est quand même assez lourde. Oui. Alors nous aujourd'hui, on est plutôt agnostique sur ce sujet-là. On n'a pas encore décidé. Enfin, c'est une des demandes notamment d'Oxia. C'est vrai que c'est un sujet. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est que ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'acteurs qui évoluent, des acteurs nouveaux, des acteurs anciens qui se positionnent sur le sujet, et que ça va arriver, je pense, d'ici la fin d'année. La maturité n'est pas encore tout à fait on trouve en tout cas, n'est pas encore complètement aboutie. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on voit, nous, des tests qu'on peut réaliser sur les différents acteurs. Donc, pour l'instant, on est plutôt en observateur, avec l'objectif, bien sûr, de travailler avec un outil de collecte. Alors ça, c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça. Le périmètre, c'est vos comptes consolidés. Voilà, ça c'est strict. Donc c'est votre périmètre, c'est les comptes consolidés. Et ensuite, vous devez faire votre analyse de double matérialité sur l'ensemble de votre périmètre et de votre chaîne de valeur. Vous ne pouvez pas dire cette année, je verrai ça l'année prochaine. Ce n'est pas possible. Alors, après, dans votre déclaratif, dans votre double matérialité, après, vous n'êtes pas obligé de répondre à tous les indicateurs. Hein. Vous pouvez tout à fait décaler pas décaler certains indicateurs, mais dire que vous n'avez pas d'informations. Mais par contre, dans votre analyse, vous êtes obligé de tout prendre en jeu. Je suis désolé, j'avance parce qu'on ne reste pas beaucoup de temps. Donc vraiment, ne va pas échanger la charge de travail qui est un problème assez lourde avec, donc ce que je disais, sur la liste des indicateurs, 1200 au départ. Alors après, on arrive quand même à quelques centaines d'indicateurs par entreprise à compléter. Donc c'est quand même pas anodin. On ne parle pas d'un petit exercice. On parle vraiment d'un exercice de plusieurs centaines d'indicateurs à répondre. Certains indicateurs sont vraiment à anticiper. Bilan carbone, ça se fait pas en dernière minute. On va vous demander vos émissions CO2. Ce que je disais tout à l'heure, et c'est exactement ce que disait Alexandra, beaucoup d'interlocuteurs à solliciter dans les différents sites, dans les différentes filiales. Donc ça aussi, ça demande beaucoup de temps. Et on n'est pas seulement sur un exercice de reporting, on est aussi sur un exercice de communication, parce qu'on parle bien d'un rapport qui est public. Donc ça aussi, c'est pas anodin à anticiper. Il faut l'anticiper. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur un système de reporting, mais aussi ça va être quelque chose de public. Donc il est nécessaire d'agir bien, en fait. Être rigoureux, ça c'est vraiment lié à l'audit. Vous êtes audité, donc il faut absolument que le travail soit tracé et auditable. Donc vraiment, rien au doigt mouillé, tout doit être justifié et justifiable. Pareil sur la cohérence des chiffres, j'insiste vraiment là-dessus parce que nous on le constate, on a vraiment des surprises sur la cohérence de chiffres. Voilà, les filiales, donc j'en ai parlé, et puis traçabilité. Une petite question, mais c'est vraiment en lien avec ça, c'est est-ce que vous avez déjà fait le choix de votre pays et est-ce que vous l'avez justement communiqué un peu avec lui en amont sur la façon dont vous allez fonctionner, comment vous allez fonctionner sur la matérialité? Alors, je réponds juste avant sur l'outil. En tout cas, nous, on communique avec l'outil, surtout à la fin de la double matérialité, pour s'assurer que la méthodologie est correcte et qu'on est d'accord. L'OTI L'OTI, l'auditeur, quoi. Ah oui, pardon. Donc, Alexandra, donc là, justement, je voulais te poser la question de savoir comment ça s'est passé chez Oxia en termes d'organisation du projet. Organisation du projet. En fait, on a une chance, c'est qu'on a notre CEO qui est moteur sur le sujet.
qui a réussi à mobiliser des équipes. Donc, on a tout de suite établi une gouvernance. C'est-à-dire que donc, la direction est moteur et prend les décisions. On a depuis 2 ans un comité RSE qui fonctionne juridique, RH, communication opérationnelle, enfin, surtout hébergement, avec notre responsable RSE qui est identifié en sponsor du projet. Et ensuite, comme je vous le disais, l'identification des relais RSE en site et en filiale pour en fait effectivement bien mettre en place, bien impliquer tous les collaborateurs pour les identifier, les engager dans la démarche et également la construction d'un planning projet pour être prêt en décembre 2025. Merci. Alors, l'engagement des équipes, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est fondamental et ça s'est plutôt bien passé effectivement chez Oxia. Généralement, vous les connaissez les causes, hein, il y a un problème de temps parce que c'est quelque chose en plus des choses que les gens font déjà, donc c'est encore des indicateurs, encore des choses à fournir, encore de reporting. Et puis surtout, généralement, c'est un manque de perspective et un manque de compréhension des enjeux. Et puis bien sûr, l'absence de management, alors ça c'est un peu la catastrophe. Donc assez classiquement, il faut vraiment que la direction soit impliquée et ça c'est super parce que chez Oxia c'est le cas. Il faut vraiment organiser un kick-off projet pour que tout le monde soit au courant du projet et comprenne les enjeux associés. Communiquer régulièrement sur l'avancée du projet, vraiment la base. Et puis également anticiper la charge de travail. Donc ça c'est quelque chose que l'on fait aussi. On estime à chaque fois quel est le temps de travail que ça va solliciter pour les personnes et on le prévient à l'avance. Et en fait, quand vous prévenez à l'avance en leur disant ça va vous prendre 3-4 jours de votre temps en 2025, ça se passe beaucoup mieux que s'ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer et du temps qu'on va les solliciter. Voilà. Donner du sens, donc ça je vais rapidement, ça c'est vraiment important. Aller au-delà de l'enjeu réglementaire, mais parler d'enjeux commerciaux, d'enjeux financiers, d'enjeux sociétals, d'enjeux RH liés à cet exercice de la CSRD. Voilà. Donc aujourd'hui, chez Oxia, comment ça se passe l'engagement des collaborateurs? L'engagement des collaborateurs, en fait, on a ressenti aux premiers ateliers et au kick-off qu'il y a quand même 80% des personnes qui le considèrent comme une contrainte. Comme je disais, l'avantage, c'est que notre CEO, lui, le considère comme un challenge. Ce qui fait que je pense que ça va faire, justement, si le management est impliqué, en fait, il y aura en cascade. Après, moi, je ne trouve pas que ce soit négatif de dire que c'est une contrainte. Parce que justement, c'est là, alors bon, ça c'est mon avis de juriste, hein, mais c'est la réglementation qui fait que les entreprises vont devoir être transparentes et vont arrêter le greenwashing. Et finalement, ça va être en cascade sur tout le système autour, nos fournisseurs, nos clients. Et au final, je pense que les gens le transformeront après en opportunité, mais la contrainte n'est pas forcément négative. Et pour terminer, il me reste 2 minutes. Donc, pour profiter de la CSRD pour améliorer la stratégie RSE. Donc là, c'est clair, nous, c'est vraiment notre axe de bataille. La CSRD est très complète et très bien faite, traite de tous les enjeux. Donc, vraiment, appuyez-vous sur la CSRD pour monter votre stratégie RSE. Ne faites pas un double travail. Ça, c'est vraiment le sens. C'est-à-dire que vraiment, basculez votre stratégie RSE peut-être actuelle, adaptez-la à la CSRD, mais vraiment, faites un seul et unique travail qui est celui de la CSRD, qui est très, très bien fait et qui va permettre vraiment de déployer une véritable politique stratégique dans votre entreprise sur la partie RSE, avec une politique, des objectifs, des plans d'action, une gouvernance. Vraiment, l'exercice réglementaire a été très, très bien fait. Il faut en profiter et surtout éviter le double travail, c'est-à-dire 2 feuilles de route, une CSRD, une RSE globale. Vraiment mixer les deux. C'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner. Et bien sûr, de communiquer et d'utiliser ce rapport de durabilité comme outil de communication vis-à-vis de vos clients, de vos fournisseurs, de vos collaborateurs, qui doit être vraiment l'outil de communication majeur pour montrer à quel point votre entreprise s'engage. Voilà. Donc, pour terminer, moi, je voulais demander un peu à Oxia, quel sens elle a donné à cette CSRD, enfin, quel sens ça prend chez Oxia, la CSRD. En fait, il y a 2 éléments. Il y a, comme tu disais, ne pas séparer la politique RSE de la CSRD. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on a pu déjà mettre en place, remplacer au fur et à mesure nos véhicules par une flotte électrique, fin de l'usage unique, comme tout ce qui est gobelet, couvert, etc. Les 50% d'énergie verte dans le data center, c'est des choses en fait qu'on va intégrer dans la CSRD et qu'on va mettre en valeur grâce à ça, même si bien sûr au départ les enjeux sont bruts. Et en fait, on pense que ça aura pour conséquence de renforcer l'attractivité financière, parce
Parce que de toute façon, que ce soit maintenant chez les investisseurs ou les financements externes, banques, les critères ESG sont demandés de manière annuelle, que ce soit investisseurs ou banques. Renforcer l'attractivité client aussi, parce que les clients nous demandent, là typiquement, je viens d'avoir une négociation client, on nous a demandé en fait un KPI associé à une pénalité sur un engagement SBTI, sur une notation EcoVadis. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut nous mettre en avantage par rapport aux autres concurrents. Et également renforcer l'attractivité par nos collaborateurs. Alors, nos collaborateurs sont déjà contents d'être chez Oxia, mais je pense que ça leur donne une raison d'être en plus. Pour conclure. Voilà, un grand merci pour votre attention. Ouais, merci à vous. Voilà. N'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand. On est juste derrière au 181, voilà, avec Vincent, mon associé, qui sera un plaisir de vous renseigner. Un grand merci. Merci.